Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent vous détester sans raison apparente? Que vous soyez au travail, dans votre cercle social, ou même en famille, il y a toujours ce sentiment désagréable que quelqu'un nourrit de l'animosité envers vous, sans que vous ne compreniez pourquoi. C'est frustrant, non? La réalité, c'est que bien souvent, les raisons de cette haine ne sont pas directement liées à ce que vous faites ou dites. Elles se trouvent plus profondément, dans des aspects psychologiques et émotionnels que nous ne maîtrisons pas toujours. Ces sentiments négatifs peuvent être déclenchés par l'envie, des malentendus ou encore des insécurités personnelles de l'autre. Ils sont parfois subtils, mais leurs effets peuvent être dévastateurs sur nos relations et notre bien-être. Dans cette vidéo, nous allons donc voir ensemble cette raison qui explique pourquoi certaines personnes peuvent vous détester en secret. Ces raisons vous permettront de comprendre ce qui se passe vraiment et, surtout, de savoir comment y faire face sans perdre votre calme ou votre confiance en vous. Si c'est la première fois que vous regardez nos vidéos, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « Like » et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains contenus. Votre soutien fait une grande différence, et j'apprécie chacun de vos commentaires. Partagez aussi vos expériences en bas dans les commentaires, je suis curieux de savoir si vous avez déjà vécu ce genre de situation. On démarre tout de suite avec la première raison, et vous allez voir que ce n'est pas toujours ce que vous imaginez. Raison 1, l'envie et la jalousie. L'envie est une émotion puissante, souvent sournoise, qui se développe chez ceux qui admirent vos réussites, mais se sentent incapables d'atteindre les mêmes objectifs. C'est là que les choses se compliquent, au lieu de se sentir inspirés ou motivés par vos accomplissements, ces personnes se retrouvent envahies par une frustration intérieure. Le problème? Elles finissent par transformer cette frustration en aversion ou même en haine. Prenons un exemple concret. Vous travaillez dur sur un projet au bureau et vous décrochez une promotion. Bien sûr, c'est un moment de célébration pour vous. Mais un collègue qui vise la même promotion, au lieu de vous féliciter, commence à critiquer subtilement vos compétences. Il se peut même qu'il répande des rumeurs disant que vous avez été favorisé ou que vous n'avez pas vraiment mérité cette promotion. Pourquoi? Parce que votre réussite reflète ses propres échecs ou ses insécurités. Plutôt que d'accepter la situation, il préfère déformer la réalité pour se sentir mieux. Un autre exemple, cette fois plus personnel, vous partagez sur les réseaux sociaux vos vacances de rêve, un moment que vous avez planifié et économisé depuis des mois. À votre retour, vous remarquez que certaines personnes de votre entourage, qui auparavant étaient amicales, deviennent distantes ou font des remarques sarcastiques. Ce qui se cache derrière ces réactions, c'est l'envie. Ces personnes vous voient profiter de quelque chose qu'elles estiment ne jamais pouvoir atteindre. L'envie les amène à se comporter de façon passive-agressive, cherchant à diminuer la valeur de vos expériences pour apaiser leur propre sentiment d'infériorité. L'envie devient destructrice à partir du moment où elle pousse ces personnes à essayer de saboter ou de ternir votre réputation. C'est là qu'on commence à voir apparaître des comportements comme le gossip ou même le sabotage direct. Les commérages au bureau, par exemple, sont une manière courante de propager des fausses informations pour nuire à la réputation de quelqu'un. Parfois, il ne s'agit pas de grandes rumeurs, mais de petites insinuations lancées ici et là, qui finissent par créer un nuage de doute autour de vous. Au lieu de reconnaître leur propre insatisfaction, ces personnes préfèrent attaquer vos réussites. En psychologie, l'envie est souvent considérée comme un reflet des propres insécurités de la personne qui la ressent. Les gens envient ce qu'ils désirent mais estiment ne jamais pouvoir obtenir. Par exemple, quelqu'un peut envier votre confiance en vous, votre charisme, ou même vos relations sociales. Ils se disent que, peu importe leurs efforts, ils n'arriveront jamais à avoir ce que vous avez. Cela génère non seulement de la jalousie, mais aussi un ressentiment croissant qui peut parfois mener à des actions plus graves, comme la tentative de vous discréditer aux yeux des autres. Le pire dans tout cela, c'est que ces comportements ne sont pas vraiment de votre fait. Vous pouvez être la personne la plus humble et bienveillante, cela ne change rien au fait que certaines personnes se sentent menacées ou diminuées par votre simple présence ou vos succès. Comme le disait Marc Aurèle, ne vous inquiétez pas de ce qui est hors de votre contrôle. Leur haine, basée sur l'envie ou la jalousie, relève de leurs propres insécurités et frustrations internes, et ce n'est pas quelque chose que vous pouvez changer. Alors, comment gérer tout ça? Tout d'abord, il est crucial de ne pas prendre ces comportements personnellement. Ce n'est pas vraiment vous qu'ils détestent, mais ce que vous représentez à leurs yeux. Ce que vous devez comprendre, c'est que ces personnes se battent contre leurs propres démons intérieurs, et vous êtes juste le miroir qui reflète leur frustration. En restant fidèle à vous-même et en continuant à avancer, vous montrerez que leur négativité n'a aucun impact sur vous. Il est aussi important de ne pas se laisser entraîner dans leur jeu.
Si quelqu'un tente de vous discréditer ou de lancer des rumeurs sur vous, répondez par la transparence et l'intégrité. La vérité finit toujours par éclater, et ceux qui choisissent de vous saboter se retrouveront, tôt ou tard, face à leurs propres contradictions. En tant que personne qui réussit, vous devez rester concentré sur vos objectifs, sans vous laisser distraire par ceux qui essaient de vous tirer vers le bas. Parfois, la meilleure réponse à l'envie est de ne pas en donner du tout. Ignorez les critiques infondées, continuez de travailler dur, et entourez-vous de personnes qui vous soutiennent. Les jaloux et envieux finiront par se fatiguer de voir que leurs efforts ne portent pas de fruits. Ils découvriront, souvent à leurs dépens, que saboter les autres n'a jamais mené personne au succès. Si vous vous reconnaissez dans cette situation ou si vous avez déjà fait face à ce genre de comportement, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Ça nous aidera tous à mieux comprendre ces dynamiques, et qui sait, cela pourrait aussi aider d'autres personnes qui vivent la même chose. Si cette vidéo vous apporte des éclairages utiles, likez-la et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains contenus sur les relations et le développement personnel. Passons maintenant à la deuxième raison, qui touche souvent à des erreurs de communication. Vous serez surpris de voir à quel point cela peut créer des tensions et de la haine. Raison 2. Les malentendus et la mauvaise communication. Les malentendus sont souvent à la base de tensions et de ressentiments. Il suffit d'un mot mal placé, d'un ton mal interprété, et voilà que la situation dérape. Un simple malentendu peut facilement se transformer en rançayure, et avant même de vous en rendre compte, quelqu'un commence à nourrir une forme de haine à votre égard. C'est un phénomène courant que nous avons probablement tous expérimenté, que ce soit au travail, dans nos cercles sociaux, ou même au sein de nos familles. Imaginons une situation au bureau, vous envoyez un email à un collègue avec une remarque constructive sur un projet. Vous pensiez bien faire, mais il perçoit ce commentaire comme une attaque personnelle. Plutôt que de clarifier les choses, il se referme, et un fossé commence à se creuser entre vous. Ce qui n'était qu'un simple malentendu devient peu à peu une source de tension. Les conversations deviennent plus froides, et la coopération se fait de plus en plus difficile. Ce qui aurait pu être résolu en 5 minutes de discussion claire s'est transformé en une véritable source de rançayure. Un autre exemple, dans vos relations personnelles, vous faites une blague qui, pour vous, est totalement inoffensive. Mais la personne en face ne l'interprète pas de la même manière et se sent blessée. Elle ne dit rien sur le coup, mais petit à petit, elle commence à vous en vouloir. À ses yeux, cette petite phrase devient un signe que vous ne la respectez pas ou que vous la méprisez. Ce qui, au départ, n'était qu'un malentendu se transforme en une aversion silencieuse, et vous ne comprenez pas pourquoi cette personne semble vous éviter ou être hostile à votre égard. Ces exemples montrent à quel point la communication peut être fragile. Un simple mot ou geste peut être perçu de 1000 manières différentes selon la personne en face, son état d'esprit, ou même son passé. Parfois, il ne s'agit même pas de ce que vous avez dit, mais de comment vous l'avez dit. Le ton, la gestuelle, l'expression du visage, tout cela joue un rôle essentiel dans la manière dont vos messages sont reçus. Et lorsque la communication n'est pas claire, cela ouvre la porte à toutes sortes de mauvaises interprétations. Ce genre de malentendu est souvent amplifié par notre tendance à éviter la confrontation. Plutôt que d'aborder directement le sujet et de clarifier la situation, beaucoup préfèrent rester silencieux, espérant que les choses se régleront d'elles-mêmes. Mais la réalité est que les non-dits ne font que nourrir les malentendus. À chaque nouvelle interaction, ces ressentiments non exprimés grandissent, et la distance émotionnelle entre vous et l'autre personne ne cesse d'augmenter. Alors, que faire pour éviter que ces malentendus ne dégénèrent? La solution la plus évidente est aussi la plus simple, la communication ouverte. Il est essentiel d'être direct et honnête dans vos échanges. Si quelque chose vous semble ambigu ou mal interprété, ne laissez pas la situation s'envenimer. Prenez l'initiative de clarifier vos intentions. Par exemple, si vous sentez qu'un collègue ou un ami a mal pris l'un de vos propos, n'attendez pas que le malaise grandisse. Demandez-lui directement, « Est-ce que ce que j'ai dit t'a blessé? Ce n'était pas mon intention. » Ce genre de phrase simple peut désamorcer bien des tensions avant qu'elles ne prennent des proportions démesurées. Il est tout aussi important d'écouter activement. Beaucoup de malentendus naissent parce que nous n'écoutons pas vraiment l'autre, ou parce que nous sommes trop rapides à interpréter ses propos. Prendre le temps d'écouter pleinement, sans interruption ni jugement hâtif, peut permettre d'éviter de nombreuses situations conflictuelles. Parfois, ce n'est même pas une question de mots, mais de ressentir l'émotion derrière ces mots. Essayez de comprendre pourquoi la personne en face de vous réagit d'une certaine manière, et cherchez à voir les choses de son point de vue. Un bon moyen de prévenir ces malentendus est aussi de poser des questions pour s'assurer de bien comprendre l'intention de l'autre.
Au lieu de présumer que vous avez compris ce que l'autre voulait dire, demandez des précisions. Quand tu dis ça, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Cela peut paraître simple, mais cette technique permet d'éviter bien des incompréhensions. Enfin, il est essentiel de toujours donner le bénéfice du doute. Tout le monde peut dire des choses maladroites ou avoir une mauvaise journée. Avant de réagir de manière négative à ce que vous percevez comme une attaque, prenez un moment pour réfléchir. Et si ce n'était pas ce que je pense? Et si cette personne traversait simplement une période difficile? Cette attitude peut vous aider à éviter des conflits inutiles et à maintenir des relations plus harmonieuses. Comme vous pouvez le voir, les malentendus sont souvent à la racine des conflits interpersonnels. Mais avec un peu d'effort, ils peuvent être facilement évités ou désamorcés. Pratiquer une communication ouverte et active est la clé pour éviter que ces situations ne se transforment en haine ou en ressentiment. Si cette vidéo vous aide à mieux comprendre les dynamiques relationnelles, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Nous publions régulièrement des contenus qui peuvent vous aider à améliorer vos relations et à mieux gérer les interactions sociales. Partagez également vos propres expériences dans les commentaires. Avez-vous déjà vécu une situation où un malentendu a failli briser une relation? Passons maintenant à la troisième raison, qui touche aux différences de valeurs profondes. C'est souvent là que se cachent les sources des conflits les plus intenses. Raison 3, les différences de valeurs et de croyances. Les différences de valeurs et de croyances sont l'une des sources les plus profondes de tension entre les gens. Que ce soit au niveau politique, religieux ou éthique, ces divergences peuvent rapidement créer une atmosphère de conflit, et parfois même de haine. Quand deux personnes ou groupes de personnes ont des visions du monde radicalement différentes, cela devient un terrain fertile pour les malentendus, les jugements hâtifs, et un ressentiment qui peut durer longtemps. Imaginez par exemple une discussion entre deux collègues sur un sujet politique sensible. L'un est très engagé dans une cause et défend des valeurs progressistes, tandis que l'autre a des opinions plus conservatrices, influencées par son éducation ou son milieu familial. Ce qui commence comme une conversation innocente peut rapidement dégénérer en débat passionné. Chacun campe sur ses positions, et la discussion vire à un affrontement. Les deux finissent par se voir non seulement comme des opposants idéologiques, mais aussi comme des ennemis personnels. Ce schéma de pensée, nous contre eux, s'installe et les deux finissent par se mépriser, non plus à cause de la discussion initiale, mais à cause de la perception qu'ils ont désormais l'un de l'autre. Cette mentalité, nous contre eux, peut se développer sur n'importe quel terrain où les croyances diffèrent. Cela va bien au-delà de la politique. Prenons l'exemple d'une personne qui a grandi avec des valeurs religieuses très strictes et qui rencontre quelqu'un ayant une vision beaucoup plus laïque ou libérale de la vie. Même si ces deux personnes ne sont pas en train de discuter de religion, leurs divergences fondamentales de croyances peuvent créer des tensions sous-jacentes. L'un peut se sentir jugé pour sa liberté de penser, tandis que l'autre peut percevoir l'attachement religieux comme une forme de fermeture d'esprit. Dans ce genre de situation, ce n'est pas juste une différence d'opinion, mais une confrontation entre deux visions du monde, souvent enracinées dans des années d'éducation, d'expérience et de culture. Et quand une personne sent que son système de valeurs est remis en question, cela peut facilement se transformer en hostilité. Il ne s'agit plus simplement de défendre une idée, mais de protéger son identité. L'enjeu est beaucoup plus grand, c'est comme si toute leur personne était attaquée. Là où cela devient problématique, c'est que ces différences de valeurs poussent souvent les gens à se refermer sur eux-mêmes et à s'entourer de personnes qui pensent exactement comme eux. C'est ainsi que naissent les groupes fermés et les mentalités de clan. Ces groupes se nourrissent de leur propre écho, renforçant leurs croyances et se convainquant que tous ceux qui pensent autrement sont dans l'erreur, voire sont une menace. Le danger, ici, est que l'on cesse d'essayer de comprendre l'autre. On ne cherche plus à établir un dialogue, mais à gagner une sorte de bataille idéologique. Cependant, il est essentiel de se rappeler qu'il est tout à fait naturel que les gens aient des croyances et des valeurs différentes. Comme le disait l'Épicure, nous sommes tout le produit de notre propre expérience et de notre environnement. Nos croyances sont façonnées par ce que nous avons vécu, les enseignements que nous avons reçus, et les influences qui ont marqué notre parcours. Cela signifie qu'il est pratiquement impossible de rencontrer quelqu'un qui partage exactement les mêmes valeurs que nous sur tous les aspects de la vie. Cela nous amène à une question cruciale: comment gérer ces différences sans tomber dans la haine ou le mépris? La réponse réside dans deux principes clés, la tolérance et le respect. Il est possible de ne pas être d'accord avec quelqu'un tout en respectant sa vision des choses. Cela ne signifie pas que vous devez accepter ou adopter ses croyances, mais simplement que vous reconnaissez qu'il a le droit de penser différemment. Prenons un exemple simple, vous êtes peut-être quelqu'un qui accorde une grande importance au travail acharné et à la réussite professionnelle.
Vous rencontrez quelqu'un qui valorise davantage l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, voire qui préfère prendre du temps pour soi, même si cela signifie progresser moins vite dans sa carrière. Au lieu de juger cette personne comme paresseuse ou peu ambitieuse, essayez de comprendre que sa vision de la vie est simplement différente de la vôtre. Ce n'est pas une attaque contre vos propres valeurs, c'est juste une autre façon de voir les choses. Il est également important de garder à l'esprit que la tolérance ne signifie pas que vous abandonnez vos propres convictions. Vous pouvez être fermement ancré dans vos croyances tout en acceptant que les autres aient le droit d'avoir les leurs. En réalité, cela peut enrichir vos interactions et élargir votre perspective. Plutôt que de voir ces différences comme une menace, voyez-les comme une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. Finalement, comprendre que les différences de croyances ne doivent pas nécessairement conduire à la haine peut vous libérer d'une grande partie du stress et du ressentiment que ces conflits peuvent engendrer. Cela demande de la maturité émotionnelle et une volonté d'ouverture d'esprit. Si vous choisissez de cultiver ces qualités, vous verrez que vous pouvez désamorcer beaucoup de tensions simplement en étant plus tolérant et respectueux. Si vous avez déjà été confronté à des tensions dues à des différences de croyances, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Cela peut aider d'autres personnes à voir comment gérer ce type de situation. Et si cette vidéo vous aide à mieux comprendre les relations humaines, pensez à aimer et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Maintenant que nous avons vu comment les différences de valeurs peuvent créer des tensions, passons à un autre facteur souvent sous-estimé mais tout aussi puissant, l'influence des rumeurs et des commérages. Raison 4, l'influence des rumeurs et des commérages. Les rumeurs et les commérages sont parmi les forces les plus destructrices dans les relations humaines. Ils ont le pouvoir de changer la perception que les autres ont de vous, même si ces informations sont totalement fausses. Une fois qu'une rumeur est lancée, elle prend souvent une vie propre. Peu importe à quel point elle est erronée, elle peut se propager à une vitesse fulgurante, surtout dans les cercles sociaux et professionnels, créant une image déformée de qui vous êtes réellement. Imaginons un exemple simple, au travail, vous décrochez un projet important, et quelqu'un, par jalousie ou pour attiser les tensions, commence à insinuer que vous n'avez obtenu ce projet que parce que vous avez des connexions ou que vous avez joué de la politique de bureau. Bien sûr, ce n'est pas vrai. Vous avez travaillé dur pour en arriver là, mais cette rumeur commence à circuler, et soudain, vos collègues vous regardent différemment. Ce qui était une équipe collaborative devient un environnement méfiant. Les gens commencent à douter de votre mérite, et tout cela, à cause de quelques mots lancés en l'air. Vous n'avez peut-être même jamais entendu directement cette rumeur, mais ses effets sont bien réels. Vous ressentez la distance et la froideur des autres, et tout cela sans aucune justification. Les rumeurs fonctionnent ainsi, elles exploitent les peurs, les insécurités ou les préjugés des autres. Elles donnent aux gens une excuse pour voir ce qu'ils veulent voir, même si cela ne reflète pas la vérité. Ce qui est encore plus frustrant, c'est que souvent, une fois qu'une rumeur commence à se répandre, il est très difficile de l'arrêter. Les gens préfèrent croire ce qui est sensationnel, même si cela manque de preuves. En psychologie, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation, les gens tendent à croire les informations qui confirment leurs idées préconçues. Ainsi, si quelqu'un avait déjà une mauvaise impression de vous, une rumeur négative, même fausse, renforcera cette perception. Prenons un autre exemple, dans un cercle d'amis, quelqu'un commence à parler derrière votre dos. Peut-être avez-vous eu une petite dispute ou une simple différence d'opinion avec cette personne. Plutôt que d'en parler ouvertement avec vous, elle préfère répandre des histoires pour vous faire passer pour la mauvaise personne. Ces commérages se propagent, et avant même que vous ne vous en rendiez compte, certains de vos amis commencent à douter de votre intégrité ou à se distancer. Une petite dispute banale s'est transformée en une fracture dans vos relations à cause d'un mensonge. Le pouvoir des rumeurs et des commérages ne réside pas seulement dans la vitesse à laquelle ils se répandent, mais dans leur capacité à miner la confiance et à diviser les gens. Dans les environnements professionnels, une simple rumeur peut non seulement nuire à votre réputation, mais aussi à votre carrière. Des promotions ou des opportunités peuvent vous échapper, non pas à cause de vos compétences ou de vos performances, mais parce que les autres ont été influencés par de fausses informations. Dans les cercles sociaux, les commérages créent des tensions inutiles, provoquant des ruptures dans des amitiés qui auraient pu être solides. Alors, comment naviguer dans cette tempête? La première chose à faire est de rester fidèle à vous-même. Lorsque des rumeurs circulent, il est tentant de vouloir les confronter directement, de prouver à tout le monde que ce qui est dit sur vous est faux. Mais la vérité est que dans de nombreux cas, cela ne fera qu'alimenter encore plus la rumeur. Plus vous essayez de la combattre, plus elle semble se renforcer. Au lieu de cela,
la meilleure approche est souvent de garder le silence et de laisser vos actions parler pour vous. Montrez aux autres par votre comportement quotidien que ce qui se dit sur vous ne reflète pas qui vous êtes. Cela peut être frustrant, surtout quand vous savez que des mensonges sont racontés à votre sujet. Mais il est important de se rappeler que la vérité finit toujours par émerger. Les personnes qui vous connaissent vraiment, celles qui vous apprécient pour qui vous êtes, verront au-delà des rumeurs et comprendront que ce ne sont que des fausses accusations. Il est également crucial de ne pas vous laisser submerger par le besoin de plaire à tout le monde. Il y aura toujours des gens qui choisiront de croire ce qui est négatif, même en l'absence de preuves. Ce n'est pas à vous de les convaincre. Un autre point important est de ne pas tomber dans le même piège. Il est très facile, lorsqu'on est la cible de rumeurs ou de commérages, de vouloir répondre par la même monnaie. Mais cela ne fait que perpétuer un cercle vicieux. Si vous commencez à colporter des commérages en retour, vous ne ferez qu'alimenter cette dynamique toxique. Au lieu de cela, restez au-dessus de cela. Soyez un modèle de transparence et d'intégrité. Cela peut prendre du temps, mais cette attitude finit toujours par payer. Finalement, pour vous protéger des effets des rumeurs, il est essentiel de bâtir des relations solides, basées sur la confiance et le respect mutuel. Lorsque vos relations sont ancrées dans une véritable compréhension et une communication ouverte, les rumeurs ont beaucoup moins d'impact. Les personnes qui comptent vraiment dans votre vie ne seront pas influencées par des mensonges, car elles vous connaissent suffisamment bien pour ne pas se laisser berner. Si vous avez déjà été victime de rumeurs ou de commérages, partagez votre expérience dans les commentaires. Comment avez-vous géré la situation? Nous serions ravis de lire vos réflexions. Et si cette vidéo vous apporte des conseils utiles, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne manquer aucun de nos prochains contenus sur les relations humaines et la gestion des conflits. Passons maintenant à la 5e raison, qui touche à un phénomène plus subtil mais tout aussi puissant, les insécurités personnelles et la projection. Raison 5. Les insécurités personnelles et la projection. Les insécurités personnelles jouent un rôle majeur dans les relations humaines, parfois de manière insidieuse. Lorsqu'une personne est submergée par ses propres doutes, elle peut inconsciemment projeter ses frustrations et ses peurs sur les autres. Ce mécanisme psychologique, connu sous le nom de projection, est une manière pour l'individu de se défendre contre ses insécurités en les attribuant à quelqu'un d'autre. Malheureusement, cela peut rapidement dégénérer en haine et en ressentiment dirigé contre vous, même si vous n'avez rien fait pour le mériter. La projection fonctionne de la manière suivante, une personne vit un malaise intérieur qu'elle ne parvient pas à surmonter ou à accepter. Cela peut être lié à des échecs professionnels, à un manque de confiance en soi, ou même à des relations personnelles compliquées. Plutôt que de faire face à ses propres insécurités, elle choisit inconsciemment de projeter ses émotions sur une autre personne, souvent quelqu'un qui semble incarner ce qu'elle aimerait être ou avoir. Ce n'est pas parce que vous faites quelque chose de mal, mais parce que votre présence ou vos réussites rappellent à cette personne ce qu'elle perçoit comme ses propres faiblesses. Prenons un exemple simple, vous avez un collègue qui, à chaque fois que vous réussissez un projet ou recevez des félicitations, devient distant ou commence à faire des commentaires négatifs. Il pourrait dire des choses comme « Oh, il a juste eu de la chance cette fois-ci » ou « Elle ne fait que se montrer devant les autres ». Vous savez que ces remarques ne reflètent pas la réalité, mais elles révèlent quelque chose d'important, ce collègue projette ses propres insécurités sur vous. Il voit en vous quelqu'un qui réussit là où lui a échoué ou là où il se sent inadéquat. Plutôt que de travailler sur son propre développement, il choisit de se focaliser sur vous comme étant la source de son malaise. Un autre exemple encore plus personnel, imaginez un ami qui traverse une période difficile, peut-être après une rupture ou un échec personnel. Vous, de votre côté, vous avancez dans la vie, avec vos propres succès et relations épanouissantes. Peu à peu, cet ami commence à vous éviter, ou pire, il lance des remarques passives-agressives comme « C'est facile pour toi de dire ça, ta vie est parfaite ». Ce genre de comportement est un signe clair de projection. Cet ami est incapable de gérer ses propres insécurités et trouve plus facile de vous reprocher votre bonheur que de faire face à ses propres difficultés. La projection est une arme psychologique puissante et souvent involontaire. Elle est le reflet de la façon dont une personne gère mal ses propres problèmes internes. Le problème, c'est que lorsque vous êtes la cible de cette projection, cela peut rapidement devenir très personnel. Vous pouvez commencer à vous demander si vous avez fait quelque chose de mal ou si vous êtes vraiment la personne qu'on vous reproche d'être. Mais il est crucial de comprendre que ces comportements ne vous concernent pas directement. Ils sont le reflet des insécurités de l'autre, pas de vos actions ou de votre personnalité. C'est pour cela que la première étape pour gérer ces situations est de reconnaître la projection quand elle survient. Lorsque vous êtes confronté à quelqu'un qui semble vous en vouloir sans raison apparente,
il est important de prendre du recul et de vous demander, est-ce que cette personne réagit à ce que j'ai fait, ou à ce qu'elle ressent? Très souvent, vous réaliserez que la réponse est liée à ses propres insécurités, et non à un problème que vous auriez causé. Il peut être tentant d'essayer de corriger la situation ou de rassurer la personne, mais cela ne fonctionne généralement pas. Pourquoi? Parce que le problème ne vient pas de vous, mais d'eux. Si vous essayez de les convaincre que vous n'êtes pas celui qu'ils pensent, vous n'attaquez pas la racine du problème, leurs insécurités. Vous pouvez bien sûr rester empathique et compréhensif, mais gardez à l'esprit que vous n'êtes pas responsable de leur mal-être. Ce qui est crucial dans ces moments, c'est de ne pas absorber la négativité de l'autre. Vous devez apprendre à rester centré sur vous-même et à ne pas laisser ces comportements influencer votre propre estime. Si vous commencez à douter de vous simplement parce que quelqu'un projette ses insécurités sur vous, vous vous laissez embarquer dans leur dynamique toxique. Restez concentré sur vos objectifs, continuez à avancer, et ne laissez pas la perception erronée d'autrui vous détourner de votre chemin. Cela ne veut pas dire que vous devez ignorer ces personnes ou couper les ponts. Parfois, offrir de la compassion ou simplement prêter une oreille attentive peut aider l'autre à prendre conscience de ses propres insécurités. Mais il est essentiel de poser des limites claires, vous pouvez être empathique sans accepter de devenir la victime de leur frustration. Finalement, en reconnaissant la projection pour ce qu'elle est, vous vous protégez non seulement émotionnellement, mais vous évitez aussi de prendre personnellement des comportements qui, en réalité, ne vous concernent pas. Cela vous permet de maintenir des relations saines tout en restant fidèle à vous-même. Si vous avez déjà été la cible de ce genre de comportement, partagez vos expériences dans les commentaires. Comment avez-vous réagi? Et si cette vidéo vous aide à mieux comprendre ces dynamiques relationnelles, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne manquer aucun de nos futurs contenus. Après avoir vu comment les insécurités et la projection peuvent créer de la haine, intéressons-nous maintenant à un autre facteur tout aussi destructeur, l'absence d'empathie et de compréhension. Raison ci, le manque d'empathie et de compréhension. Certaines personnes n'ont tout simplement pas la capacité de se mettre à la place des autres. Cela peut paraître choquant, mais l'empathie, cette aptitude à comprendre et ressentir les émotions d'autrui, n'est pas aussi répandue qu'on pourrait le croire. Ce manque d'empathie conduit souvent à des jugements hâtifs, des malentendus et, finalement, à des sentiments de rejet ou de haine. C'est une dynamique bien plus fréquente qu'on ne le pense, et elle peut sérieusement altérer nos relations. Prenons un exemple courant, vous traversez une période difficile, que ce soit au travail ou dans votre vie personnelle. Vous en parlez à un ami ou à un collègue, espérant un peu de soutien ou au moins une oreille attentive. Au lieu de cela, vous vous retrouvez face à quelqu'un qui minimise vos émotions ou vous dit des choses comme « tu dramatises », « ce n'est pas si grave » ou encore « moi aussi j'ai eu des moments difficiles, mais je m'en suis sorti ». Ce type de réponse démontre un manque flagrant d'empathie. La personne n'essaie pas de comprendre ce que vous ressentez, elle ne fait que projeter sa propre vision de la situation, sans réellement écouter ni se soucier de votre expérience. Ce genre d'attitude peut créer une véritable distance entre vous et cette personne. Vous vous sentez incompris, jugé, et, dans certains cas, rejeté. Ce manque de compréhension peut même dégénérer en ressentiment, car au lieu d'avoir de la compassion, cette personne critique ou minimise vos difficultés. Le problème ici, c'est que le manque d'empathie amène souvent les gens à faire des jugements hâtifs sans prendre en compte la réalité de l'autre. Ils ne se rendent pas compte à quel point cela peut être blessant. Il y a des raisons à cela. Les personnes qui manquent d'empathie ont souvent une vision très centrée sur elles-mêmes. Elles évaluent les situations uniquement à travers leur propre prisme, sans se demander comment les autres peuvent percevoir les choses. Elles n'arrivent pas à comprendre que ce qui est facile ou gérable pour elles peut être beaucoup plus difficile pour quelqu'un d'autre. C'est un phénomène qu'on appelle l'égocentrisme émotionnel. Et cela mène souvent à des malentendus, car au lieu de chercher à comprendre les émotions de l'autre, elles restent enfermées dans leur propre vision du monde. Prenons un autre exemple, imaginez que vous travaillez avec quelqu'un qui est très focalisé sur ses objectifs professionnels. Un jour, vous lui parlez de vos difficultés à concilier vie personnelle et travail, espérant un peu de compréhension. Au lieu de cela, cette personne vous répond quelque chose comme « Si tu veux vraiment réussir, il faut sacrifier ta vie personnelle ». Ce genre de réponse ne tient aucunement compte de vos priorités ou de vos émotions. La personne en face de vous ne fait que projeter sa propre vision du succès, sans tenir compte de la vôtre. Ce manque d'empathie crée une fracture dans la relation. Vous vous sentez incompris, et peut-être même jugé pour ne pas avoir les mêmes priorités. Cette incapacité à se mettre à la place des autres ne concerne pas uniquement les relations professionnelles ou amicales. Cela peut également se manifester dans les relations familiales. Par exemple,
Un parent qui ne parvient pas à comprendre les difficultés que son enfant traverse, minimisant ses problèmes sous prétexte que ça fait partie de la vie ou que ça forge le caractère. En réalité, ce genre de discours ne fait que créer une distance émotionnelle entre le parent et l'enfant, renforçant un sentiment de solitude et d'incompréhension. Le manque d'empathie peut aussi conduire à une division entre les gens. Lorsque nous ne faisons pas l'effort de comprendre les émotions des autres, nous avons tendance à les catégoriser et à les juger rapidement. Elle est trop sensible, elle se plaint toujours pour rien, sont des phrases typiques de ce manque d'empathie. Ces jugements hâtifs créent des barrières, empêchant tout dialogue ou toute possibilité de se rapprocher. Au lieu de chercher à comprendre l'autre, on crée des divisions qui renforcent la méfiance et parfois la haine. Il est important de reconnaître que certaines personnes n'ont tout simplement pas développé cette capacité à comprendre les autres. Cela peut être dû à leur éducation, à leur propre vécu, ou simplement à une absence d'introspection. Certaines personnes ne se rendent même pas compte de leur manque d'empathie. Pour elles, leur façon de penser est la bonne façon, et tout ce qui s'en écarte leur paraît incompréhensible ou erroné. Face à ces situations, il est crucial de ne pas internaliser la critique ou l'incompréhension. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne vous comprend pas que vos émotions sont invalides. Ce n'est pas parce que quelqu'un minimise vos sentiments que vous êtes trop sensible. Au contraire, cela en dit plus sur eux que sur vous. Le manque d'empathie de l'autre n'est pas votre problème, et il est important de ne pas vous laisser définir par cela. Comment réagir face à une personne qui manque d'empathie? Tout d'abord, gardez à l'esprit que vous ne pouvez pas changer quelqu'un qui ne souhaite pas être changé. Vous pouvez tenter d'expliquer ce que vous ressentez, mais si cette personne n'a pas la capacité ou l'envie de comprendre, vous risquez de vous épuiser inutilement. Ce qui est essentiel, c'est de rester fidèle à vous-même et à vos émotions. Si vous ressentez quelque chose, c'est valide, que l'autre le comprenne ou non. De plus, il est souvent utile de poser des limites claires. Si vous vous trouvez régulièrement face à quelqu'un qui manque d'empathie, vous devez apprendre à protéger votre espace émotionnel. Cela peut signifier ne plus partager vos expériences personnelles avec cette personne, ou tout simplement limiter vos interactions. Si vous avez déjà vécu des situations où vous avez ressenti ce manque d'empathie, partagez votre expérience dans les commentaires. Nous serions curieux de savoir comment vous avez géré cela. Et si cette vidéo vous aide à mieux comprendre ces dynamiques relationnelles, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Nous avons vu comment le manque d'empathie peut diviser les gens, maintenant intéressons-nous à une autre source de haine, souvent liée à la compétition et la rivalité. Raison 7, la compétition et la rivalité. La rivalité, surtout dans le milieu professionnel, est une réalité à laquelle nous sommes tous confrontés à un moment ou un autre. Bien qu'elle puisse parfois être un moteur de motivation, elle peut également engendrer des sentiments de haine et de ressentiment si elle devient obsessionnelle. Cette tension compétitive, lorsqu'elle n'est pas bien gérée, peut transformer des relations autrefois cordiales en véritable champ de bataille émotionnelle. Prenons un exemple simple, vous travaillez dur pour gravir les échelons dans votre entreprise. Un de vos collègues, avec qui vous avez toujours eu de bons rapports, vise la même promotion que vous. Ce qui au départ était une compétition saine devient soudain toxique lorsque ce collègue commence à comparer chacun de vos mouvements, surveillant de près vos réussites et vos erreurs. Plutôt que de se concentrer sur son propre travail, il vous observe avec une envie croissante, et chaque succès de votre part devient pour lui un échec personnel. Cette comparaison constante finit par le ronger, et ce qui était une rivalité professionnelle se transforme en ressentiment profond. La comparaison est l'un des éléments les plus toxiques dans une situation de rivalité. Au lieu de se concentrer sur son propre parcours, certaines personnes passent leur temps à mesurer leur réussite à l'aune de celle des autres. Cela peut créer un cercle vicieux, plus vous réussissez, plus l'autre se sent inférieur, et cette perception d'infériorité alimente la haine. Ce phénomène est amplifié par les réseaux sociaux, où nous voyons constamment les accomplissements des autres mis en avant. Ce besoin de se comparer et de toujours vouloir faire mieux que l'autre devient rapidement épuisant et peut sérieusement endommager les relations. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la rivalité saine peut effectivement être un levier de croissance personnelle. Lorsque deux personnes se lancent des défis dans un esprit de compétition constructive, cela peut les pousser à se dépasser, à innover et à atteindre des objectifs qu'elles n'auraient peut-être pas atteints autrement. Dans le sport, par exemple, des athlètes qui se défient mutuellement à se surpasser finissent par progresser ensemble. Mais cette dynamique ne fonctionne que si la compétition reste dans un cadre respectueux et mutuellement bénéfique. Le problème survient lorsque la rivalité devient obsessionnelle. Cela se produit souvent lorsqu'une personne se sent menacée par les succès de l'autre, au point où la compétition n'est plus une question de performance personnelle,
mais de prouver qu'elle est meilleure. Dans ce cas, la rivalité tourne à l'obsession, et le ressentiment commence à se développer. Un collègue qui, au départ, admirait vos compétences, peut finir par nourrir une profonde haine en vous voyant progresser alors qu'il se sent stagné. Cette transformation est dangereuse, car elle pousse certaines personnes à adopter des comportements destructeurs, comme le sabotage, la dévalorisation ou même la calomnie. Un exemple concret, dans une entreprise, 2 employés travaillent ensemble sur un projet important. L'un d'eux reçoit des éloges particuliers de la part de la direction. Au lieu d'être heureux pour lui, son collègue commence à se sentir menacé. Il se dit que tout ce qu'il fait ne sera jamais suffisant pour se faire remarquer. Il commence alors à chercher des moyens de rabaisser les succès de l'autre, que ce soit par des commentaires négatifs ou en minimisant ses efforts devant les autres membres de l'équipe. Ce comportement non seulement crée une mauvaise ambiance, mais il finit par nuire à l'ensemble du projet. C'est ainsi que la rivalité devient toxique et empêche toute collaboration positive. Pour éviter cela, il est essentiel de comprendre une vérité fondamentale, le succès de quelqu'un d'autre ne diminue en rien le vôtre. Il y a assez de place pour tout le monde. Ce n'est pas parce qu'un collègue réussit que cela vous enlève quelque chose. Au contraire, voir les autres réussir peut et doit être une source de motivation. Si vous regardez les succès des autres comme des exemples à suivre plutôt que comme des menaces, vous pouvez transformer cette énergie compétitive en une motivation positive. Rappelez-vous, comme le disait Marc Aurèle, ce qui est bon pour la ruche est bon pour l'abeille. En d'autres termes, lorsque quelqu'un dans votre entourage réussit, cela bénéficie à l'ensemble du groupe. Pour cela, il est important de changer son état d'esprit. Au lieu de se demander « Pourquoi lui et pas moi ?», posez-vous la question « Que puis-je apprendre de son succès ?» Cette approche vous permettra de voir les succès des autres non pas comme une compétition, mais comme une opportunité de croissance. Il est aussi essentiel de se concentrer sur son propre parcours plutôt que de passer son temps à observer celui des autres. Chacun a un chemin différent, et comparer constamment ses réussites à celles des autres ne fait que générer frustration et jalousie. Il est également utile de cultiver la gratitude. Plutôt que de se concentrer sur ce que vous n'avez pas encore atteint, prenez le temps de reconnaître ce que vous avez déjà accompli. Cela vous aidera à réduire le sentiment de rivalité et à apprécier le succès des autres sans ressentir d'envie ou de frustration. Finalement, si vous vous retrouvez dans une situation de rivalité où la compétition devient destructrice, il est crucial de poser des limites. Si une personne vous pousse à ressentir du stress ou de la pression inutile par sa constante comparaison, prenez du recul. Il est parfois nécessaire de réévaluer certaines relations pour préserver votre propre bien-être. Si vous avez déjà vécu une situation de rivalité toxique, partagez votre expérience dans les commentaires. Comment avez-vous réussi à transformer cette compétition en quelque chose de positif? Et si cette vidéo vous aide à mieux comprendre les dynamiques relationnelles, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne manquer aucun de nos prochains contenus. Après avoir vu comment la compétition peut devenir toxique, nous espérons que ces conseils vous aideront à rester motivé sans tomber dans la comparaison. N'oubliez pas, il y a de la place pour tout le monde. Nous avons parcouru ensemble les 7 raisons pour lesquelles certaines personnes peuvent vous détester en secret: l'envie, les malentendus, les différences de valeurs, les rumeurs, les insécurités personnelles, le manque d'empathie, et la rivalité. Ces dynamiques sont souvent complexes, mais il est essentiel de les comprendre pour ne pas les laisser vous affecter. En étant conscient de ces mécanismes, vous pourrez éviter de les prendre personnellement et continuer à avancer sereinement. Ce qui compte le plus, c'est de rester centré sur votre propre développement personnel. Les ressentiments des autres ne devraient jamais freiner votre progression. Apprendre à gérer ces relations difficiles avec maturité et sagesse vous aidera à maintenir votre tranquillité d'esprit et à ne pas perdre de vue vos objectifs. Nous vous encourageons à vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, votre attitude, vos efforts, et votre capacité à rester fidèle à vos valeurs, peu importe ce que les autres disent ou font. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour recevoir plus de contenu sur le développement personnel et la gestion des relations humaines. Laissez un commentaire avec vos réflexions ou expériences. Comment gérez-vous les tensions ou les ressentiments dans vos relations? Je lis et réponds à chacun d'entre eux, et votre partage pourrait aider quelqu'un d'autre à mieux comprendre ces dynamiques. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et à bientôt pour de nouveaux conseils sur le chemin vers une meilleure compréhension de soi et des autres.